commencer la séance et en réalité, donc, on va travailler autour de deux sujets ensemble ce matin, donc réconcilier les collaborateurs avec la transformation digitale, mais tout en préservant la sécurité, parce que nous avons, en tant qu'avocats, des règles déontologiques qui s'appliquent à nous, et notamment la confidentialité des informations que nous confient nos clients, donc le secret professionnel. Et comment concilier règles déontologiques et digitalisation du métier. Voilà, c'est le thème que j'aimerais aborder. Bienvenue à tous. Donc je me présente, je suis Valérie Matsoulevitch. J'occupe le poste de lead manager chez Diapaz, et donc je co-animerai cet atelier avec Yann Leclerc. Je me présente, donc Yann Leclerc, je travaille chez CMS Francis Lefebvre Avocat, et je suis également donc je suis fiscaliste au sein de ce cabinet. Je m'occupe des aspects taxes sur le chiffre d'affaires, et j'ai également un mandat de 3 ans comme membre du Conseil de l'Ordre du barreau des Hauts-de-Seine, et au sein de ce barreau, le bâtonnier m'a demandé de m'occuper de la digitalisation et des relations avec les Legal Tech. Donc nous organisons tous les mois ce qu'on appelle la matinale de l'avocat connecté, qui nous permet, par l'intermédiaire de l'incubateur, parce que nous avons également créé un incubateur du barreau, qui nous permet d'accueillir des partenaires et d'accompagner les confrères dans cette révolution, on peut appeler ça une révolution, de la digitalisation. Très facile à dire. Alors, cet atelier va être composé de 3 parties. En premier lieu, on va voir pourquoi il y a un besoin de digitalisation sur votre marché, et de sécurisation également. Ensuite, on verra quelles sont les bonnes pratiques à adopter en termes de sécurité. Et enfin, qu'est-ce que Shadow IT et comment y faire face. Et dans cette partie-là, on va également voir comment faire face à la résistance au changement. Et on finira par une session de questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, à nous en faire part. Voilà. Alors, pourquoi pousser la digitalisation? Alors aujourd'hui, avec les outils digitaux qui sont sur le marché, etc., la profession d'avocat fait face à différents défis, différentes tendances. Le premier défi va être de faire face à la concurrence accrue. Donc avec la loi Macron, avec l'arrivée des Legal Tech, la profession d'avocat va devoir se dépasser pour faire face à cette concurrence-là. En second lieu, vous devez également acquérir et fidéliser vos clients et adapter vos business models par rapport à vos exigences, par rapport aux exigences de vos clients. Donc, parce qu'en fait, les clients passent de plus en plus par Internet pour trouver des solutions juridiques, et donc c'est aussi à l'avocat de s'adapter pour essayer de capter justement ce genre de clients-là via d'autres canaux. Ensuite, on a aussi le fait de recruter, de fidéliser vos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'au sein des cabinets d'avocats aujourd'hui, il y a un gros taux de turnover. Donc il faut savoir fidéliser justement les collaborateurs que vous avez au sein de votre cabinet. Et donc ça passe entre autres par la modernisation de vos conditions de travail. Ensuite, on a également la construction d'une stratégie de marque. Aujourd'hui, un cabinet d'avocats n'est plus seulement associé à un nom, mais est devenu en fait une marque à part entière. Donc aujourd'hui, vos clients, en choisissant de travailler avec votre cabinet, s'attendent à rentrer dans une réelle organisation avec de vrais process, etc. Donc c'est également très important de prendre en compte ce point. Et enfin, il y a un dernier point, c'est de tirer parti de la judiciarisation croissante de la société. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une société qui évolue très rapidement. Les clients passent de plus en plus par des avocats par rapport à des questions relatives au numérique, et également parce que le système législatif se complexifie.
Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il y aura toujours plus de clients pour vous. Voilà. Donc Yann, est-ce que vous pourriez réagir par rapport à pourquoi est-ce si important d'apporter la digitalisation au sein de votre activité et comment vous avez apporté justement cette digitalisation dans votre cabinet? Oui, tout à fait. En réalité, on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup d'agilité. On a besoin de beaucoup d'agilité parce que les clients demandent un travail collaboratif, notamment dans ce qu'on appelle l'économie collaborative. Il est important de pouvoir échanger avec ses clients des documents en toute sécurité et de pouvoir travailler en commun et à distance. Donc ça, c'est un point important, c'est pouvoir travailler à distance avec les clients, et on le voit dans des périodes un petit peu troublées comme aujourd'hui, avec toutes les grèves qu'on peut avoir. C'est quand même un atout exceptionnel de pouvoir néanmoins continuer à travailler de son cabinet et d'échanger avec le client, avec tous les outils que nous propose la digitalisation croissante de notre profession. Ça, c'est la première chose. Possibilité de travailler également en télétravail, comme on l'a dit ce matin. Effectivement, de plus en plus, la profession se féminise et effectivement, on habite de plus en plus loin de son cabinet et c'est pas plus mal de pouvoir faire du télétravail avec un bon équipement et il est clair que dans ce cas-là, la sécurité est un élément essentiel. Ensuite, au sein des équipes, il y a des outils qui permettent de travailler en commun. Je pense à Teams, par exemple, qui permettent de travailler en commun entre confrères. Donc là encore, c'est un outil intéressant. Donc, l'objectif de la digitalisation pour un cabinet comme le nôtre, c'est également une approche cloud. Parce que m'a dit mon DSI m'a dit qu'aujourd'hui, on a tellement de données à avoir, que ce soit dans le cadre de la GED, donc tout ce qui est données perçues de nos clients et puis services à rendre à nos clients, qu'il faut que tout ça soit dans le cloud. Et donc, bien entendu, l'objectif de sécurité est encore plus renforcé. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs risques que l'on peut encourir. On verra tout à l'heure quel type de risque, mais les risques qui me viennent à l'esprit, c'est l'usurpation d'identité, par exemple. Et puis, autre chose, c'est l'atteinte à la réputation du cabinet. Donc voilà les deux écueils essentiels aujourd'hui, c'est l'usurpation d'identité avec des adresses électroniques qui pourraient vous être piratées et du coup la possibilité pour les hackers de pénétrer dans votre système, et deuxièmement bien sûr avec une répercussion sur votre réputation. Merci. Donc, alors la digitalisation c'est quand même très positif pour les cabinets d'avocats, comme l'a évoqué Yann. Ça permet aux cabinets d'avocats de devenir beaucoup plus productifs, de se structurer et d'acquérir de nouveaux clients et de nouveaux collaborateurs. Par contre, il faut faire aussi très attention par rapport aux outils que vous mettez en place dans vos cabinets, parce qu'avec l'avènement des services, de nombreux outils digitaux, de services cloud, etc., il y a une facilité de téléchargement, d'utilisation et d'accessibilité à ces outils. Et donc, les failles de sécurité sont beaucoup plus importantes si vous choisissez mal vos outils et si vous êtes mal protégé. Donc ici, on a recensé plusieurs attaques qui sont les plus courantes dans les entreprises. Donc c'est une étude qui a été réalisée par le club des experts de la sécurité des informations et du numérique. Et donc, dans cette étude-là, il recense que la première attaque la plus courante, c'est le phishing, qui est aussi appelé hameçonnage. Donc le phishing, c'est une technique qui est utilisée pour récolter des données personnelles sur vous, dans le but d'usurper l'identité d'un cabinet d'avocats, d'une entreprise, d'un organisme financier. Et généralement, ils prennent la forme d'emails. Donc vous avez sûrement dû en avoir reçu.
Et le but, c'est de créer une confiance, enfin, le but de cet email, c'est de provenir d'une source de confiance et donc de vous inciter à cliquer sur un lien qui sera corrompu ou une pièce jointe qui sera également corrompue. Le résultat sera que votre appareil, enfin votre machine sera infectée. Le spear phishing, c'est du phishing, c'est de l'hameçonnage, mais qui est ciblé. Donc les attaquants vont récolter un maximum d'informations sur vous pour vraiment vous cibler, pour ensuite construire un message qui sera personnalisé et donc qui sera d'autant plus convaincant. Ensuite, vous avez l'arnaque au président. Donc l'arnaque au président peut se faire par plusieurs moyens. Le but, c'est d'usurper l'identité d'un dirigeant d'entreprise ou d'un chef, d'un associé dirigeant d'un cabinet, pour ensuite obtenir d'un collaborateur d'un cabinet ou d'un associé un virement bancaire. Ensuite, vous avez des infections par des malwares. Les malwares, ce sont simplement des logiciels malveillants. Donc dans les logiciels malveillants, on inclut tout ce qui est virus informatique, vers, chevaux de Troie, etc. Vous avez également les crypto-hackers et les ransomware. Les ransomware sont très fréquents dans les cabinets d'avocats, donc ce type d'attaque va chiffrer et bloquer vos fichiers sur votre ordinateur et vont vous demander une rançon. Si vous payez cette rançon, ils vous disent qu'ils vous fourniront une clé pour déchiffrer tous vos fichiers. Bien sûr, cette garantie n'est pas... ce n'est pas garanti à 100% que vous récupériez l'intégralité de vos fichiers, donc c'est quand même très dangereux. Et ensuite, vous avez l'ingénierie sociale. Donc, ce sont tous les moyens utilisés dans le but de profiter d'un comportement, d'une personnalité assez particulière d'un utilisateur, c'est-à-dire l'anxiété, la confiance, la fuite de conflit, dans le but d'obtenir leurs accès informatiques. Et donc, cela entraîne plusieurs milliards de cas par an dans le monde. Donc, personne n'est à l'abri de ça. Yann, est-ce que cela vous est déjà arrivé au sein du cabinet d'être attaqué par une cyberattaque? Absolument. On a fait l'objet de cyberattaques. Nos avocats ont reçu de la part de hameçonneurs un certain nombre de mails infestés. Et donc, nous avons la DSI qui nous a fait passer un certain nombre de messages parce qu'ils sont alertés en fait par des abonnements auprès de prestataires qui les alertent de tentatives d'hameçonnage lourdes, et donc ils nous alertent en disant attention, vous allez recevoir un message qui vous propose telle et telle chose, surtout n'ouvrez pas la pièce, prévenez-nous immédiatement et éliminez tout de suite ce message. Mettez-le en élément supprimé. Et ensuite, la DSI va transférer ce message à un prestataire extérieur qui va le traiter. Voilà, donc on a fait l'objet de ce type de tentative. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous-même, vos cabinets ou des clients que vous connaissez ont fait l'objet de ces tentatives de hackers? Oui, c'est ça. Levez la main ceux qui... Voilà. 3. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Hein. C'est du hameçonnage. Tentative de hameçonnage. Arnaque au président. Ah oui. Pour obtenir un virement. Ils l'ont eu. Et heureusement, la banque l'a réglé. Ah oui. Mais il avait C'est ça. Oui, c'est très convaincant. On se fait passer pour président et on dit qu'on est en vacances et qu'il faut absolument, pour ne pas perdre un très gros client, il faut absolument lui faire un virement. C'est-à-dire que cette personne en plus a convaincu la comptable, en l'occurrence, de ne pas respecter les process internes, de double validation du virement, en lui expliquant que c'était justement un projet secret auquel il ne fallait pas associer les autres associés. Enfin, pour la personne qui a été victime finalement de l'arnaque, elle a du mal à se justifier derrière, d'avoir obéi aux ordres d'un associé, de
d'arbitrer, enfin de passer outre l'autorité des autres. Donc c'est une situation En tout cas, on en tire toujours quelque chose. Et dans les process internes, ensuite, grâce à la double signature, effectivement, ça permet d'éviter ce type d'arnaque. Et puis voilà, les cyberattaqueurs peuvent s'avérer très convaincants. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention et sensibiliser au maximum tout le monde. On va passer à pourquoi faut-il sécuriser son cabinet. Donc on voulait vous montrer une petite carte du monde pour vous illustrer les attaques qui se passent en fait dans le monde en temps réel. Donc c'est une carte qui a été faite par l'antivirus qui s'appelle Bitdefender, qui recense voilà, des attaques. Ce que vous voyez en rouge, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière, mais en rouge vous voyez les petites flèches qui vont d'un pays à un autre, ce sont des attaques, par exemple qui vont voilà, du Japon aux États-Unis. En orange, ce sont les infections. Donc tout type d'infection qu'on a cité précédemment, et en blanc vous avez les spams. Donc vous voyez que la France n'est pas du tout épargnée et que personne dans le monde n'est épargné par ces attaques, à part la Russie, mais oui, voilà, je pense que Bitdefender n'a pas de détection, ne détecte pas les attaques là-bas. Enfin voilà. Oui, donc ça fait quand même peur. Pour vous donner un petit chiffre également, il y a une étude qui a été réalisée par Small Business Trends qui dit que 43% des cyberattaques ciblent les PME. Donc ça montre bien qu'il faut que même les petites entreprises sont très vulnérables et donc qu'on doit se protéger au maximum. Et on a également fait une étude chez nous, donc chez Xelia, pardon. Et on a recensé plus de 79 000 malwares, donc de logiciels malveillants. Et ces malwares, voilà, en un an. Ces malwares ont été détectés et puis arrêtés par nos pare-feux. Des pare-feux, ce sont des logiciels ou bien des matériels informatiques qui protègent vos ordinateurs ou vos réseaux d'ordinateurs au cabinet d'une intrusion, parce qu'il va filtrer en fait les flux de données dans les réseaux. Voilà. Donc, quelle que soit la taille de votre cabinet, il ne faut pas oublier que votre organisation repose sur l'informatique. Tous vos projets, vos contrats, vos échanges avec vos clients, vos dossiers, etc. sont autant de fichiers confidentiels que vous pouvez échanger numériquement via des emails, des SMS, les réseaux, le RPVA, les télérecours, etc. Donc il faut vraiment faire très attention. Et l'informatique, même si elle est devenue incontournable aujourd'hui, mal maîtrisée, elle peut également être source d'importantes vulnérabilités. Voilà, donc protéger vos systèmes d'information, c'est devenu primordial et ça permet aussi de rassurer vos clients. Donc, quand je dis système d'information, ça inclut tous les logiciels de gestion, la suite Office que vous utilisez, les antivirus, etc. Et même le matériel informatique qu'on appelle hardware. Alors, ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'effectivement, on a une déontologie, on doit protéger, on est tenu au secret professionnel, à la confidentialité des documents qui nous sont confiés par les clients. On a en plus des obligations RGPD, c'est-à-dire qu'on a l'obligation vis-à-vis de la CNIL de mettre tout un process en route pour protéger les données que nous détenons sur nos clients. Et effectivement, on a, mais on le verra tout à l'heure, un certain nombre de mesures, si vous voulez, qui sont mises en place pour éviter, pour protéger les données qui nous sont confiées par les clients et pour éviter des intrusions intempestives dans nos systèmes. Alors, on va passer à la deuxième partie. Alors, quelles sont les bonnes pratiques donc pour se protéger,
Il faut construire une forteresse en fait autour de votre cabinet d'avocat. Il faut construire une forteresse autour de votre cabinet d'avocat, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la faille de sécurité numéro 1, que ce soit dans votre vie professionnelle au sein de votre cabinet ou bien dans votre vie personnelle, pardon, c'est le facteur humain. Le facteur humain, l'humain est un être plein de failles. Donc pour rebondir également sur les propos que vous nous aviez tenus et les propos de Yann, c'est important de parler de sensibilisation au sein de votre cabinet. C'est-à-dire que c'est à la DSI, donc la direction des systèmes d'information de votre cabinet, ou bien aux associés en charge de l'informatique dans le cabinet, de bien sensibiliser, de bien communiquer régulièrement au sein de votre cabinet sur ces problématiques, sur ces risques de sécurité. Et si vous n'avez pas de DSI, si vous n'avez pas ou si vous n'avez pas le temps de justement d'assurer ce rôle-là, vous pouvez très bien demander à votre prestataire informatique d'assurer ce rôle. Donc maintenant, comment choisir un prestataire de confiance? Alors, il faut que ce prestataire de confiance vous donne un gage de qualité sur le traitement de vos données, le traitement des données de votre cabinet. Et donc, par exemple, chez Xelia, donc la société mère de Diapaz, on est accompagné du bureau Veritas sur la quadruple certification des normes ISO. Les normes ISO 20000, 27001 et 27018. La 27018, elle est très importante parce qu'elle engage, enfin, elle témoigne de la qualité du traitement des données personnelles dans le cloud. Et donc elle inclut également le RGPD à l'intérieur et d'autres mesures internationales. On cherche également à être certifié HDS. HDS, c'est pour l'hébergement de santé, parce que mon équipe, Diapaz, une des marques de Xelia, équipe les cabinets d'avocats, entre autres sur la sécurité, la réponse informatique, etc. Mais une autre marque de notre société équipe des structures médico-sociales. Donc c'était vraiment important pour nous d'être certifié HDS. Et il y a un autre point également que je souhaitais aborder avec vous, c'était la formation en ligne qu'offre l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont fait une formation en ligne qui est très bien faite. Chez Xelia, on l'a tous faite et on l'a fait faire à tous nos nouveaux arrivants. C'est une formation qui sensibilise aux cyberattaques et qui donne en fait des petites astuces sur les bonnes pratiques à adopter en termes de sécurité, que ce soit voilà, partout, dans toutes les entreprises, dans tous les cabinets d'avocats, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de la suivre. Et les risques justement de ne pas avoir de sensibiliser tous les membres du cabinet, ou bien de ne pas avoir des protections adaptées à son cabinet, eh bien c'est la perte de vos données. Et donc la perte de vos données, elle est très importante. Yann l'a encore mentionné et il nous en parlera pas tout de suite. Mais la perte de vos données, elle est coûteuse en termes financiers, bien sûr, mais elle est coûteuse également en termes d'image, par rapport à l'image que vous renvoyez par rapport à vos confrères ou bien à vos clients. Merci Valérie. Effectivement, comme disait mon directeur du service d'information, il disait le problème se situe entre le clavier et la chaise. Donc effectivement, l'humain est un facteur de risque, mais aussi, il m'a tout de suite rassuré en disant, mais en revanche, l'humain c'est aussi celui qui est plus puissant que l'intelligence artificielle, et en cas de danger, c'est l'humain qui va nous signaler le problème. Il va nous signaler beaucoup plus vite que la machine. Donc, c'est comme Ésope qui disait que c'est la meilleure et la pire des choses. L'humain n'est pas à négliger en fait. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, dans notre cabinet, qu'est-ce qu'on a mis en place comme process? Eh bien, notre service informatique envoie des messages réguliers. Alors c'est toujours pareil, hein, il ne faut pas trop communiquer quand même. Il
Il faut communiquer juste ce qu'il faut. Pas trop, ni trop peu. Donc on a des communiqués de la DSI. Alors en cas de grosse attaque, on a une information avec les mesures correctives qu'il faut prendre. Et généralement, ce qu'il faut, c'est changer de mot de passe. Le mot de passe, le fameux mot de passe. Alors on a mis en place ce qu'on appelle des multifacteurs d'authentification pour prémunir contre le vol des identifiants. Donc en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un mot de passe par application. C'est ce que nous recommande la DSI. Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais alors comment se souvenir? En fait, le cerveau humain ne peut pas retenir tous les mots de passe. Et donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle un coffre-fort de mots de passe. C'est-à-dire qu'on a pris une application au niveau du cabinet qui est un coffre-fort. Et donc, vous avez accès à ce coffre-fort avec un seul mot de passe. Et dedans, vous allez mettre une liste alphabétique de toutes les applications que vous avez ouvertes, de tous les logiciels pour lesquels vous avez besoin d'un mot de passe, et avec à chaque fois le mot de passe. Et tout ça est dans un coffre-fort hyper sécurisé, par chiffrement. Donc de toute façon, en cas de doute, il faut que j'alerte l'informaticien du cabinet, l'associé en charge de l'informatique. Et en cas de doute, je dois me déconnecter, mais ça on anticipe un petit peu sur ce qu'on dira plus tard. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des campagnes de sensibilisation, bien sûr. On a fait de la formation, de l'information. Et donc, ce type d'animation, on le fait en interne. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom pour une formation en ligne? Oui, alors c'est l'ANSSI, ANSSI, pour l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, en conclusion de cet item, si vous voulez, il faut dire que c'est vrai que la sécurité peut apparaître comme un investissement en temps, voire en argent, mais que le jeu en vaut la chandelle et que de toute façon, on n'y échappe pas, puisque précisément, on est tenu par une déontologie professionnelle, on doit sécuriser les données qui nous sont confiées par nous. Merci. Alors maintenant, si vous vous faites attaquer, comment vous réagissez? Donc, la gendarmerie nationale nous a fait part des 5 réflexes à adopter. Le premier réflexe, ce serait de déconnecter immédiatement votre machine infectée pour limiter la propagation du virus. Donc pour déconnecter votre machine, c'est très simple. Vous déconnectez votre machine du câble Ethernet, de la Wi-Fi ou bien du Bluetooth. Ensuite, il faut préserver les traces liées à l'activité du compte. C'est-à-dire que votre hacker va avoir touché plusieurs fichiers, etc. Donc il ne faut surtout rien supprimer. Il faut garder l'historique justement de tout le chemin qu'il a effectué dans le but de savoir, de voir exactement ce qu'il a touché après avec les autorités compétentes. Ensuite, il faut prendre immédiatement contact avec les responsables informatiques de votre cabinet, que ce soit le DSI ou bien un associé en charge, ou bien votre prestataire informatique qui est aussi en charge de la sécurité de votre cabinet. Ensuite, prendre contact avec le centre opérationnel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, et enfin déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie ou le commissariat territorialement compétent. Yann, est-ce que vous souhaitiez... Oui, en ce qui concerne le slide prendre contact avec l'ANSSI, j'ajouterais prendre contact également avec la CNIL, parce que en cas d'atteinte à l'intégrité de votre système, peut-être que le hacker a collecté un certain nombre de coordonnées de vos clients, et donc il faut prévenir la CNIL dans le cadre du processus RGPD. Mais je pense que les 2 premières mesures que l'on peut prendre, c'est effectivement se déconnecter et puis prévenir la personne
personnes en charge de l'informatique au sein de la société. Voilà, et en fonction de la taille de votre cabinet, certaines étapes sont liées à l'utilisateur, donc à la personne qui se fait infecter, et certaines étapes sont liées au DSI, donc au directeur informatique du cabinet, ou bien à l'associé en charge de l'informatique du cabinet. Alors, je voulais vous faire part d'une expérience récente, puisque hier, on a reçu un message de la DSI, incident VPN Citrix. Alors, c'est Citrix est un logiciel qui permet d'externaliser le process d'interrogation en ligne, hein, c'est-à-dire que ça vous permet, vous, avocat, de vous balader chez le client ou chez vous avec votre portable, et puis d'avoir accès directement à toutes les données du cabinet. Eh bien, Citrix, grâce à un audit interne, a pu s'apercevoir qu'il y avait une faille importante de son système qui nécessitait, de manière extrêmement urgente, un upgrade du logiciel, une mise à jour. Et Citrix a informé la DSI qu'il fallait la faire immédiatement. Société canadienne. Faites immédiatement la mise à jour. La mise à jour a été faite dans la nuit. Et conséquence de cette mise à jour, c'est ce qu'on appelle les effets de bord, c'est que plus personne au cabinet n'a plus pu utiliser ce système. En fait, ça a bloqué le système. C'est-à-dire que les avocats qui étaient chez eux ou chez les clients n'ont plus eu accès à cet accès à distance du système d'information. Et il a fallu une journée pour que nos équipes puissent rétablir le système, ce qui a été fait donc aujourd'hui. Voilà, donc ça illustre bien le fait qu'il faut choisir justement des prestataires de confiance, et que si ces prestataires de confiance ne réagissent pas assez vite par rapport aux failles de sécurité, ne sont pas prêts à se remettre en question, il faut également savoir poser les bonnes questions avec ce prestataire-là. C'est quand même... un jour de travail, c'est conséquent, mais c'est également, je pense, assez utile. Oui, et puis en plus, c'est frappé au coin du bon sens, comme on dit. Un autre exemple. Nous avons un service marketing qui est dédié aux clients. Donc, quelles sont les actions que l'on peut développer à l'attention des clients pour améliorer le service que les avocats peuvent rendre aux clients. On s'est dit, le service marketing, de manière très intelligente, a dit bon, on va cesser d'envoyer les cartes de vœux sous format papier, on va les envoyer sous format dématérialisé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans en parler à la DSI, ils ont fait appel à un prestataire qui leur a mis en place un système pour permettre aux avocats d'envoyer sous une forme informatique les cartes de vœux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme ils n'avaient pas prévenu la DSI, eh bien, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que la DSI a communiqué auprès des avocats du cabinet en disant c'est formidable, cette année vous allez pouvoir envoyer vos cartes de vœux sous format informatique, mais qu'on n'a pas pu l'utiliser parce que la DSI, n'étant pas au courant, a considéré ça comme un spam et a rejeté le logiciel. Donc du coup, ils ont quand même réussi à se parler et ça a été débloqué. Mais voilà, donc voilà le genre d'anecdote, si vous voulez, qui peut se produire dans les structures. Alors maintenant, on va passer aux règles de base de sécurité que vous sûrement vous appliquez aujourd'hui ou bien que vous pouvez appliquer dès demain. Donc la première règle, ce serait de mettre à jour régulièrement vos systèmes, que ce soit vos logiciels, vos antivirus, etc. C'est important pour éviter de grosses failles de sécurité. Ensuite, ce serait la gestion des droits et des accès. Donc peut-être que vous souhaitiez... Donc sur la mise à jour régulière des systèmes, oui, parce que vous avez vu la carte qu'on vous a montrée, un logiciel, dès qu'il sort, fait l'objet d'une analyse, d'un découpage
chirurgicale par les hackers, et ensuite c'est là que les hackers vont voir les failles de ce logiciel. Les providers de logiciels, les SS2I, vont eux-mêmes travailler sur les failles que le logiciel peut présenter et vont mettre à jour un certain nombre pour upgrader le système pour justement combler ces failles. Et il est évident que c'est vrai que ça peut apparaître comme une dépense de mettre à jour le logiciel, mais malheureusement c'est inévitable et ce sera à l'infini. Tant qu'il y a des hackers, il faudra les mettre à jour. En ce qui concerne, alors il y a la gestion des pièces jointes et des transferts de documents. Alors ça, il est évident qu'il est très important de dire à nos confrères que c'est un point qui... Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel logiciel pour permettre aux clients de nous envoyer des dossiers. Il faut mettre en place des outils sécurisés de telle sorte que ça vous protège et ça protège nos clients. Et puis, gestion des droits et des accès. Nous, on a mis en place au sein du cabinet une politique du moindre privilège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et vous allez comprendre très vite, le stagiaire a moins de droits qu'un junior, qui lui-même a moins de droits qu'un senior, qui lui-même a moins de droits qu'un associé, qui lui-même a moins de droits qu'un informaticien du cabinet. Alors tout ça c'est très bien, c'est vrai que le DSI par exemple a tous les privilèges, mais il y a une limite à cela, c'est que c'est un humain. Et donc il faut le contrôler. Et donc on a mis en place également des strates de privilèges, croissants ou décroissants selon effectivement la fonction de la personne au sein de la structure, mais ils sont contrôlés. C'est-à-dire que périodiquement, il y a des audits qui sont accomplis pour voir si tout est en ordre. Et bien entendu, le contrôleur n'est pas le payeur. Hein, c'est-à-dire qu'on se fait contrôler par quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez également la gestion des mots de passe. Donc, comme vous l'avez évoqué, Yann, précédemment, vous devez varier vos mots de passe, utiliser peut-être un gestionnaire de mots de passe pour mettre dans un seul endroit tous les mots de passe que vous avez. Ensuite, on a la sécurité des périphériques amovibles ou des devices externes. Donc là, on ne conseille pas d'utiliser des clés USB parce que généralement, elles peuvent être source d'infection. Si vous la branchez sur votre ordinateur professionnel, il y a un risque justement de vous faire hacker. Ensuite, l'adresse professionnelle, donc avec un nom de domaine. Sur le périphérique, je voudrais peut-être intervenir. Oui, donc en fait, il est souvent très facile pour nous de dire aux clients, bah, écoutez, voilà, vous n'avez qu'à me donner une clé et puis je vais vous mettre le contrat que je viens de vous faire. Voilà. Attention, c'est vrai que c'est dangereux, c'est pas forcément la meilleure méthode parce que si vous allez chez un client et qu'au contraire vous prenez des données du client avec une clé USB, imaginez que vous perdiez cette clé USB dans le métro, et à ce moment-là, c'est là que les hackers peuvent en profiter. Donc mon conseil, c'est si vous voulez absolument faire appel à un device, ou donc soit une clé USB, soit un disque dur externe, eh bien, il faut mettre en place un logiciel de chiffrement. C'est ce qu'on a mis en place. Donc la solution, c'est le chiffrage. D'ailleurs, pour revenir justement sur la sécurité des périphériques, nous, on préconise également la séparation des usages à l'opposition du BIOD. Donc BIOD, c'est Bring Your Own Device. La séparation des usages, c'est pour l'utilisation d'un ordinateur professionnel justement pour votre activité au cabinet. Donc cet ordinateur-là sera complètement sécurisé, etc. Et utiliser un autre ordinateur pour votre usage personnel et ne pas mélanger les deux activités. Voilà. Ensuite, par rapport à l'adresse professionnelle et la protection de la messagerie. Absolument. Donc là, il faut être très vigilant.
Ne pas confondre son adresse personnelle et son adresse professionnelle. Pour l'adresse professionnelle, ne l'utiliser que pour des fins professionnelles et surtout utiliser une adresse avec un nom de domaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une adresse comme jean.dupont@gmail.com ou @hotmail.com ou @voilà.com, peu importe. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que les données qui vous seront envoyées par vos clients partiront instantanément aux États-Unis, chez Google, chez Amazon, enfin, je ne sais pas où ça va partir, mais ça ne sera pas en France. Donc il vous faut un nom de domaine qui vous appartienne, dont vous êtes propriétaire, et dont vous savez que c'est conservé dans le cloud en France. Et là, de manière sécurisée, parce que vous avez confiance dans votre partenaire, dans votre prestataire. Donc si vous avez une adresse mail Gmail, non, ça n'est pas possible sur le plan professionnel. Après, sur le plan personnel, faites ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton de reprise ou de continuité d'activité. Donc ça illustre aussi, par exemple, si vous sauvegardez tous vos fichiers en local sur votre ordinateur ou sur un serveur en local, si un jour votre ordinateur se fait voler dans le métro, ou bien si jamais vous sauvegardez en local vos fichiers mais au cabinet, il se peut par exemple que votre cabinet se fasse cambrioler ou soit victime d'un incendie, et que si vous n'avez pas de duplication de ces données-là, et bien toutes vos données seront perdues. C'est quand même très problématique. Nous, ce qu'on préconise, c'est de dupliquer ces données-là autre part, et idéalement que cette duplication soit faite en temps réel. C'est-à-dire que si, justement, par exemple, chez Exilia, on a 2 data centers où on sauvegarde nos données. Ces data centers sont en France. S'il y en a un qui tombe, par exemple à cause d'une attaque terroriste, eh bien il y a d'autres qui va redémarrer et vous n'aurez pas d'interruption. Voilà. Donc on pourrait continuer à travailler dans les 30 minutes qui suivent. Oui, tout à fait. On a mis en place aussi 2 data centers, un à Paris et un autre à 17 km de Paris. Et ensuite, enfin, vous avez juste la protection du réseau, donc avec des firewalls, donc des pare-feux. Tout à fait. Là, effectivement, il faut renouveler vos contrats. Ce sont souvent des contrats annuels. Il ne faut pas hésiter effectivement à renouveler les contrats avec vos prestataires pour des pare-feux qui sont des protections pro. Donc on va passer au Shadow IT, à la dernière partie. Ou est-ce que vous souhaitiez... Je crois que c'est bon. Ok, super. Alors on va procéder à un nouveau sondage. Qui d'entre vous est familier avec Shadow IT, cette notion-là? Ouais, une personne. Donc le Shadow IT, qu'est-ce que c'est? Le Shadow IT, ça regroupe l'ensemble des logiciels, des services et des appareils informatiques qui n'appartiennent pas aux services informatiques d'un cabinet ou qui sont hors de contrôle. C'est une définition qui a été sortie par Gartner. Gartner, c'est une entreprise de recherche en technologie. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il existe du Shadow IT dans les cabinets d'avocats? En général, les collaborateurs ou les associés ont recours au Shadow IT parce qu'ils ont un besoin de productivité. Ils pensent que l'utilisation de ces outils leur fera gagner en efficacité, en mobilité et en collaboration. Ils vont incorporer dans leur vie professionnelle au sein du cabinet des outils qu'ils utilisent dans leur vie personnelle, sans demander l'approbation au préalable aux personnes responsables de l'informatique au cabinet. Une des autres raisons pour laquelle le Shadow IT existe, c'est que ce serait pour permettre au cabinet de gagner plus de temps et de faire des économies. En réalité, cela revient bien sûr à contourner les règles
et les protections mises en place au sein du cabinet pour la gestion, l'intégration, la conformité et la sécurité des processus. Donc c'est vraiment un gros danger. À titre d'exemple, on pourrait citer en termes de Shadow IT les services de transfert gratuits et non sécurisés de documents comme WeTransfer, Dropbox ou par exemple les convertisseurs gratuits de PDF en Word. Voilà, on a tous utilisé ça toujours. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces services gratuits, il y a toujours une contrepartie en fait derrière ces entreprises-là. Pour gagner de l'argent, elles vont revendre les données. Et bien sûr, dans l'obligation de confidentialité de la profession d'avocat, c'est très problématique. Les risques également, c'est que ces outils qui ne sont pas maîtrisés sont vulnérables aux cyberattaques. Et encore une fois, selon Gartner, d'ici cette année, donc d'ici 2020, un tiers des cyberattaques vont viser, seront menées avec succès contre les entreprises et prendront pour cible leurs ressources Shadow IT. Donc c'est vraiment très problématique. Ensuite, alors, est-ce que Shadow IT est-il vraiment mauvais? Alors par définition, Shadow IT est mauvais, bien sûr parce que vous serez vulnérable aux cyberattaques et qu'il n'y a aucun contrôle en fait sur les données que vous allez utiliser et faire transférer à vos clients ou bien d'autres confrères en externe, etc. Par contre, il y a un bon côté, c'est que ça permet d'augmenter la productivité. Les collaborateurs ou les associés qui utilisent le Shadow IT, ils ne le font pas avec de mauvaises intentions, bien sûr. Et ça permet aussi au département informatique et aux associés de se concentrer sur d'autres tâches plus importantes au sein du cabinet. Donc il est judicieux de distinguer le bon Shadow IT du mauvais Shadow IT et de jauger quelle solution pourrait convenir justement à tout le monde, tout en permettant de contrôler justement les données qui sont traitées et les permissions accordées pour utiliser l'application. Oui, donc ça veut dire que le service informatique doit être à l'écoute des besoins des avocats. Je pense par exemple à un confrère qui vient d'un autre cabinet, qui arrive chez vous et qui a ses habitudes, qui n'a pas forcément les mêmes outils que les outils que vous proposez dans votre cabinet et qui va donc continuer à utiliser des solutions qu'il avait auparavant. Et bien dans ce cas-là, qui n'hésite pas à se rapprocher de l'informaticien pour dire voilà ce que j'utilise, est-ce que ça pose un problème pour la structure? Voilà, c'est exactement ça. Il y a Thomas Scheffek, c'est un DSI d'un groupe, du groupe de Gerflor, qui a réalisé une étude par rapport au Shadow IT et qui donc a préconisé aux directeurs informatiques des cabinets ou bien aux associés de ne surtout pas nier le problème, de l'intégrer et de réagir face à ça. Donc ça revient à ce que vous disiez. C'est ça. Quand on parle aux informaticiens de cabinet, ils vous disent, effectivement, c'est vrai que comme on a un impératif de préservation de la sécurité au sein du cabinet, il faut interdire toute utilisation de logiciels ou périphériques non habilités. Mais malheureusement, les associés vont lui dire oui mais t'es gentil, mais moi je dois faire du business et moi mes clients travaillent avec cet outil et par conséquent cette plateforme et par conséquent il n'est pas question une seconde que je refuse à mon client de travailler comme il l'entend et voilà. Et donc l'informatique a été obligée de se plier un petit peu aux exigences marché, aux exigences de performance et aux exigences de chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut savoir adapter tout cela. Il faut qu'il y ait de la communication entre les deux services. Et donc, s'il y a du Shadow IT, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alignement entre les solutions qui sont implémentées au sein du cabinet et les besoins réels du métier d'avocat. Est-ce que vous souhaitiez... Non, je dirais que
on va avancer de toute façon pour vous donner plus d'informations ultérieurement, mais effectivement, c'est un sujet structurant. Okay. Donc maintenant, on va passer à voilà, ramener la confiance dans les outils digitaux. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il existe beaucoup d'outils sur le marché, qu'il est difficile de prendre une décision parce que on ne sait pas si on peut avoir des retours fiables sur l'outil dans lequel on a investi. Donc Yann, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des outils que vous avez mis en place au sein de CMS? Bien sûr. Alors je vais vous parler de certains outils. Je ne les connais pas tous, mais ceux que j'utilise. Alors on a d'abord un outil qui s'appelle Teams. On en a parlé ce matin. C'est effectivement un outil extrêmement convivial pour permettre à des avocats d'une même équipe de travailler ensemble sur un projet, à des avocats de plusieurs équipes de travailler ensemble effectivement pour un client, et ça peut permettre également aux clients de communiquer avec nous dans le cadre de ce logiciel qui maintenant se répand de plus en plus à la fois chez nos clients et chez nos partenaires. Donc Teams va permettre, alors j'ai noté un certain nombre de choses, voilà. Donc ça permet donc le travail collaboratif en équipe. On peut s'échanger des fichiers, on peut travailler ensemble par exemple sur un audit, sur des procédures, et ça permet en liaison avec un autre outil qui s'appelle OneNote, qui permet de prendre des notes en rendez-vous, qui permet de mettre des pièces jointes, des emails, de faire en associant Teams et OneNote, vous arrivez à effectivement passer aux confrères ou aux clients un certain nombre de fichiers que vous avez emmagasinés sur l'année pour le dossier. Ce sont des mini-ordinateurs partagés qui sont assez conviviaux et qu'on utilise. Alors ensuite, on a un outil de saisie des temps et qui est un outil qui finalement va nous aider à saisir le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil, on peut dans un premier temps craindre pour sa liberté, c'est-à-dire que c'est une certaine atteinte à la liberté, puisque en réalité ce système va enregistrer tout ce que vous faites dans la journée. C'est-à-dire il va savoir à qui vous avez téléphoné, à qui vous avez envoyé un mail, à quelle réunion vous avez été, parce qu'il va chercher, il va piocher dans votre Outlook votre agenda. Et donc il sait à tout moment de la journée où vous êtes, avec qui et combien de temps vous avez passé, combien vous avez téléphoné, etc. Et alors ça va vous donner en fin de journée, enfin tout au long de la journée, et puis surtout en fin de journée si vous consultez, ça va vous donner tout ce qui a été fait et ça va vous suggérer des éléments de facturation pour ne rien oublier. En fait c'est un pense-bête. C'est un pense-bête, la machine vous aide à élaborer votre fiche de temps. Et quand on dit que la fiche de temps on l'abandonne, non, c'est pas tout à fait exact. La fiche de temps, on en a besoin. On en a besoin. Et puis ensuite, la confidentialité est conservée dans la mesure où juste vous et seulement vous avez accès à ces applications. Et ensuite, elle s'auto-efface au bout de 30 jours. 30 jours, c'est la date à laquelle, de toute façon, vous ne pouvez plus saisir de temps dans notre système. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, 30 jours, vous n'avez plus la possibilité de saisir du temps tranquille. Il faut aller assez vite. Et ça oblige l'avocat finalement à saisir son temps assez vite, pratiquement, si je peux me permettre l'expression, au cul du camion. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Oui, alors Teams aussi, c'est qu'on a une sauvegarde automatique dans le cloud, donc ça permet d'avoir une quantité infinie d'informations. Vous avez donc une messagerie professionnelle qui permet de communiquer avec vos clients et avec vos confrères. Vous pouvez travailler hors connexion également dans Teams, ce qui est assez agile, assez intéressant.
Et ça vous permet aussi de collaborer efficacement en partageant vos documents en ligne, coédition en temps réel. Oui, on voit travailler en temps réel son confrère sur un document, ou le client, pour arriver à un contrat définitif, une convention, ou beaucoup utilisé aussi par les équipes de fusion-acquisition. Ça permet également d'organiser via Skype des réunions en ligne et à distance, ce qui est aussi intéressant. Et bien entendu, tout ça dans un milieu sécurisé. Voilà. Ensuite, oui, on a un logiciel qui va nous aider à améliorer nos performances. C'est My Analytics, qui est un logiciel qui va, d'après ce qu'on vous dit, ça vous permet d'améliorer votre bien-être au travail. C'est très bien vendu. Alors, oui, au niveau du Conseil de l'Ordre, puisque je m'occupe de LegalTech et de digitalisation au sein de l'Ordre des Hauts-de-Seine, nous avons mis en place au sein de notre commission, nous avons donc créé un incubateur de barreau, et cet incubateur de barreau est un lieu de réflexion, plus qu'un incubateur d'ailleurs, on ne devrait pas vraiment appeler ça, on devrait appeler ça plutôt un infuseur. Puisque l'idée c'est d'accompagner nos confrères, de leur faire connaître ce qui existe, de faire une sélection pour les confrères de partenaires de référence, de partenaires sérieux. D'ailleurs, Diapaz est venu faire une présentation, Valérie est venue avec Anaïs faire une présentation, c'est très intéressant. Donc voilà, donc on a sélectionné comme ça un certain nombre de partenaires, on a obtenu des tarifs aussi de groupe, si je puis dire. Et on permet donc ainsi à nos confrères de petites structures plus légères, d'avoir accès aux mêmes outils que des grosses structures et pour un prix négocié et intéressant. Merci beaucoup. Ah oui, je voulais retourner également sur les outils digitaux. Donc c'est tout ce que vous avez mentionné, c'était aussi important le fait que tous ces outils sont convergents entre eux. C'est-à-dire que Teams est inclus dans la suite Office 365, donc la suite de Microsoft. Et donc comme c'est une suite qui est dans le cloud, tout se parle. C'est-à-dire que votre Outlook va être synchronisé avec votre Teams. Donc Teams est vraiment une plateforme qui est très puissante, qui va vous permettre de mettre un autre niveau, le niveau de collaboration au sein de votre cabinet. Et donc voilà, ça illustre bien les trois axes de Microsoft qui sont la mobilité, la collaboration et la sécurité. Voilà, donc maintenant on passe à la partie sur la résistance au changement. Donc voilà, réconcilier ses collaborateurs avec la transformation digitale et la sécurité, ça passe aussi par la résistance au changement. Vous y faites face tous les jours, dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, que ce soit vous ou bien vos proches ou vos confrères. Il faut savoir que la résistance au changement, elle est humaine, on l'a tous en nous, on est tous confrontés à elle à un moment donné dans notre vie, et on a tous une part de ces 4 caractéristiques en nous. Peut-être que vous vous reconnaissez un peu plus peut-être dans la caractéristique 1 ou dans la caractéristique 3. Peut-être que vous voyez peut-être un confrère, plutôt dans la caractéristique 4. Mais quelle que soit l'approche qu'on adopte, on vise tous au même but. En fait, on veut tous adopter la meilleure stratégie et sortir la tête haute du changement. Donc une bonne décision prise il y a 6 mois, qui a peut-être très bien marché, pendant un temps, peut devenir très vite obsolète. Donc il faut savoir déceler ça, il faut savoir que le changement est inévitable et qu'il faut savoir tirer parti de ce changement pour ensuite ouvrir de nouvelles opportunités dans votre cabinet. Donc, oui. La résistance au changement elle peut être illustrée par exemple un confrère qui dit voilà,
moi j'aime bien cet outil-là, je me sens à l'aise avec ça et c'est ce que je connais. En plus, tous les autres outils qui existent sur le marché, je les trouve un peu dangereux. Ou bien je suis trop vieux, je n'ai pas envie de me ridiculiser et de me perdre devant mes confrères avec un nouvel outil qu'on aura mis en place dans le cabinet. Oui, donc mon conseil c'est en présence d'un nouvel outil, il ne faut pas hésiter à le prendre en main et l'utiliser. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à demander à des confrères des renseignements, des astuces, des raccourcis, et des tas de petites choses qui... C'est vrai qu'on n'est pas des digital natives à tous les âges, hein, donc c'est vrai que pour nous ça demande un petit peu plus d'effort, mais je crois que c'est malheureusement au sens de l'histoire. Et on y arrive, absolument, et on y arrive. Et on y prend goût même. On a même du mal à se détacher de certains outils. Alors on va faire un peu de poésie maintenant dans ce monde brut. Et donc on a une petite allégorie qui vous est présentée sous la forme de ce tableau, où vous avez un avocat qui est présenté sous la forme de ce personnage, avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. Et effectivement, face au changement, face aux outils digitaux, quel type de réaction va-t-il avoir? Parce qu'il faut qu'il aille au-dessus de cette montagne pour aller chercher le trésor. Et pour parvenir à ce trésor, il va devoir monter le long de cette falaise abrupte, en plus avec une surface pas très agréable, c'est de la glaise, donc voilà, il va être obligé de se salir. Mais des menaces le guettent, puisque vous avez un crocodile qui est derrière lui, et s'il reste sur la plage, il sera croqué par le crocodile, donc il est obligé malheureusement d'avancer, de monter. S'il monte, il peut se risquer de tomber et de se casser une jambe, c'est la jambe que vous voyez effectivement sur dans la glaise, avec la botte qui reste dans la glaise. Donc c'est pas très très confortable non plus. Et puis vous avez la sirène qui l'attend dans la mer, et avec le chant des sirènes qui lui dit mais non, viens te baigner, ça va être formidable. Et en réalité il risque de se noyer et de se perdre dans une attitude d'un prétendu confort. Donc voilà un petit peu où en est notre personnage par rapport à ce dessin. Donc ça illustre bien les défis que vous rencontrez face au changement. D'ailleurs, ce dessin, il est sorti du livre de Gaulle, de Goldratt. C'est un consultant qui a adopté une approche un peu scientifique sur tous les comportements organisationnels des entreprises. Voilà. Et ensuite, on va passer au dernier point, donc, qui va des niveaux de résistance au changement. Quoi changer, vers quoi changer et comment changer. Encore une fois, cela vient de ce même livre, donc selon la théorie des contraintes. Donc il faut se poser la question de quels outils seraient vraiment appropriés à la pratique du cabinet. D'ailleurs, on a un cabinet client qui nous a parlé d'un outil qu'il a mis en place au sein de son cabinet, un outil de gestion des notes de frais, parce que ses équipes lui remontaient le fait qu'ils en avaient ras-le-bol de faire des notes de frais sur papier, etc. Donc lui, ce qu'il a décidé, c'est de mettre en place un outil de notes de frais. Par contre, il l'a fait sans la concertation de ses équipes-là. Finalement, il a été confronté à une grosse résistance au changement. Ses équipes, elles n'ont pas été impliquées dès le début, et donc finalement, ça les arrangeait bien de rester sur du papier pour faire des notes de frais. Donc ce qu'il faut retenir également, c'est que les changements gagnants-gagnants, même s'ils devraient pratiquement se vendre d'eux-mêmes, en réalité, cela s'avère être très faux. Les personnes s'opposent souvent à ces solutions gagnantes-gagnantes pour de très bonnes raisons, parce qu'elles veulent veiller à leurs intérêts. Elles font face au changement avec plus ou moins de prudence. Et donc il va de soi que si vous souhaitez implémenter un changement au sein de votre cabinet,
et que cela implique justement la collaboration de tous les membres de ce cabinet-là, il faut que vous impliquiez dès le départ tous les membres de ce cabinet-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est, je pense, la clé du succès se trouve là. Il faut embarquer les confrères dans le même bateau, dans le même projet, et expliquer qu'on a besoin d'eux pour mettre en œuvre ce projet, les faire participer aux réunions et au lancement de l'opération. On peut monter ça sous forme de jeu, on peut monter ça sous forme de questionnaire. Là, en ce moment, on est en train de monter un très gros projet au sein du cabinet, c'est un projet de conformité. Vous savez que nous avons, si on reprend l'allégorie du dessin d'à côté, le crocodile. Le crocodile, c'est quoi? C'est aussi tout ce qui concerne les risques que l'on peut avoir en termes de conformité. Vous devez vous assurer que votre client vous dit tout, et notamment d'où viennent les fonds qui lui permettent de faire cette transaction. C'est ce qu'on appelle les luttes anti-blanchiment et antiterroristes. Ce sont des vrais sujets, surtout quand vous travaillez dans le droit fiscal. Vous savez que vous pouvez, par la loi, être considéré comme complice d'une fraude fiscale. Vous devez par ailleurs, c'est un vrai sujet, éventuellement informer les autorités lorsque vous décelez un schéma transfrontalier agressif, potentiellement agressif. C'est là où on a une difficulté au niveau de la déontologie, au niveau même du CNB. Le CNB y réfléchit. Le CNB fait des formations d'ailleurs sur ce sujet. Donc on a des directives de plus en plus restrictives, de plus en plus intrusives dans les relations que nous avons avec nos clients. Et bientôt, il va falloir pratiquement faire un audit de nos clients avant de les accepter. Voilà, donc pour remporter l'adhésion de vos équipes, c'est vraiment important, enfin de vos collaborateurs, de vos associés, etc. C'est vraiment important de surmonter toutes ces couches et chacune de ces couches de résistance au changement. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur le problème, parce que si vous ne savez pas, si vous visez mal en fait le problème, bien sûr la solution que vous allez implémenter sera à côté de la plaque. Il faut se mettre d'accord sur la solution, les fonctionnalités que vous souhaitez implémenter au sein du cabinet, et il faut se mettre bien évidemment d'accord sur l'implémentation de la solution au cabinet. Et si vous surmontez toutes ces couches-là une à une, vous allez remporter l'adhésion de vos collaborateurs et de vos associés. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai vu un client, effectivement, qui avait changé de logiciel de gestion commerciale. Et lorsque le prestataire informatique avait mis en œuvre le logiciel, il avait discuté avec une équipe qui était rétive au changement. Et sur 4 salariés, il y en avait 2 qui disaient de toute façon, moi je ne me servirai jamais de l'outil. Donc je n'ai même pas besoin d'assister aux réunions, je ne peux pas savoir. Et ces 2 personnes, sans le dire au management, ont continué à bricoler de leur côté des outils commerciaux sur Excel ou sur Word, sans utiliser l'outil convenable qui a été mis en place. Et moyennant quoi, on est arrivé à une catastrophe, c'est que au moment des appels d'abonnement auprès des clients, les adresses se sont révélées fausses, il y avait des doublons, du coup on ne pouvait pas savoir qui était client, qui n'était pas, enfin, c'était une catastrophe, et du coup ça a obligé au bout de 2-3 ans à changer à nouveau de logiciel, et dans ce cas-là, dans le cas d'un nouveau projet avec de nouveaux salariés, donc, tout ça c'est remis en place, mais donc si on ne peut pas adhérer les équipes, on va à l'échec. Voilà, donc
on arrive à la fin de cet atelier. Donc, pendant cet atelier, on a vu vraiment pourquoi pousser la digitalisation et la sécurité dans les cabinets d'avocats, quelles étaient les bonnes pratiques en termes de sécurité à adopter. Et enfin, on a vu vraiment cette nouvelle notion qui est Shadow IT et comment faire face à la résistance au changement. Donc n'hésitez pas à nous dire maintenant si vous souhaitez revenir sur un de ces concepts-là ou si vous avez des questions, à nous en faire part. Bon, je crois qu'on a rempli notre objectif. L'auditoire a l'air prêt pour l'aventure. Voilà, on espère que ça a été assez clair et que cet atelier vous a plu. Merci. Merci à vous.